que le point de départ, d'une part, c'est que on a beaucoup tendance, notamment dans les arts martiaux, on va dire, et le Qigong, etc., sportifs, et avec une approche contemporaine dans le cadre de nos pratiques ici en Occident, en tout cas, d'avoir beaucoup d'indications de type biomécanique, c'est-à-dire des consignes sur on positionne le pied ainsi, on bouge la main ainsi, etc., etc., etc. Et donc que ça, c'est une manière de définir une intentionnalité. Par exemple, je vais dire, tu mets le pied comme ça, toi tu dis, ah, je mets le pied comme ça, et ma tête dit au pied, mets-toi comme ça, d'accord? Donc on a un trajet là du rapport entre la forme corporelle, le Xing, et le I, l'intentionnalité, qui est informé de manière biomécanique, d'accord? Donc ça va être effectivement une structuration de l'anatomie du corps et de son mouvement, et une structuration de l'espace aussi environnant, où on va pouvoir dire à droite, à gauche, devant, derrière, mais par exemple on peut dire aussi nord, sud, etc. Et là être dans un autre référentiel qui veut dire un peu déjà autre chose, voilà, enfin, qui rajoute d'autres éléments. Bon. Donc ça c'est l'aspect biomécanique. Et en même temps, on a comment dire, aussi dans nos pratiques des imitations animales. Alors, la question là ouvre évidemment vers d'autres perspectives culturelles. Donc là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une réflexion un peu historico-anthropologique sur ces questions-là. Où effectivement, donc qu'est-ce que ça, déjà un peu comment ça se passe dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de ça dans des textes. Et qu'est-ce que ça peut effectivement impulser dans nos pratiques, dans ce rapport effectivement qu'on peut avoir à, d'une part, comment on informe notre corps pour le mouvement, quel est l'état, on va dire, de perception, de présence, de conscience, etc., de pensée qu'on peut avoir, et aussi donc à quel référentiel, à quel modèle on se réfère quand on fait tel ou tel mouvement, et donc aussi quel est le sens que prend ce mouvement-là dans ces différents contextes. Alors, dans les textes anciens, il y a déjà des informations de type biomécanique, peut-on dire. Bon, je résume biomécanique à ça, on pourrait discuter des termes, mais bon, disons, pour se comprendre aujourd'hui déjà. Mais par exemple, il y a aussi, donc aussi beaucoup de représentations animales. Et par exemple, quand on dit se tenir debout sur un pied, ça c'est une consigne biomécanique, mais dans un texte ancien, c'est un oiseau qui se tient debout sur un pied. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je vous dis tenez-vous comme un flamant rose, debout comme un flamant rose, ou debout sur un pied? Qu'est-ce que ça change très concrètement aussi dans la pratique? D'accord? Alors, le travail sur lequel je me base, c'est un corpus de textes donc, de Catherine Despeux, qui, comme vous le savez sans doute, en tout cas pour certains, a travaillé sur de nombreux corpus de textes au fil de l'histoire, hein, des choses très anciennes, des choses plus récentes comme le Taiji, etc. Et donc, on va s'intéresser de manière générale à la tradition Yangsheng, c'est-à-dire donc cette tradition pour nourrir la vie, alors qui ne se limite pas du tout à renommer le Qigong pour dire que voilà, c'est un peu du Qigong traditionnel ou je ne sais pas quoi, mais qui en fait concerne un ensemble de modes de vie et de savoirs très vastes, qui inclut évidemment des savoirs incorporés du type Daoyin, d'accord, et qui inclut aussi un ensemble de savoirs sur la sexualité, l'astronomie, la manière de gouverner, la manière de se nourrir aussi, et qui est donc une tradition qui est très liée à plusieurs choses. D'une part, aux cultes aux immortels de l'Antiquité, aux recherches alchimiques, etc. de l'Antiquité, et des remèdes, le côté de la médecine, du thérapeutique, mais dans un contexte de médecine très basé sur l'exorcisme. Et ensuite, donc, c'est-à-dire la maladie est un agent pathogène, un esprit pathogène qu'il va falloir expulser, détruire, ligoter, etc. Et aussi, donc je disais, le côté
thérapeutique et le côté voilà, aussi proche du rituel taoïste, on pourrait dire. Donc voilà un peu le Yangsheng, ça s'apparente, voilà, c'est un courant qu'on peut identifier, un ensemble de formes de savoir qui est aussi multiforme et qui s'intègre dans différents domaines de la société. D'accord ? Alors, donc on va parler déjà d'un premier petit corpus, d'un article de Catherine qui parle du Daoyin dans l'Antiquité chinoise. D'ailleurs, d'accord, donc là on est dans les premiers siècles avant notre ère et les débuts de notre ère. Et donc en fait, c'est là où on a des notions d'apparition du terme Daoyin. Et pour comprendre ce terme, il faut se placer dans une perspective des systèmes de représentation et des systèmes de structure sociale et culturelle de l'époque. Et il faut réinjecter donc une certaine dose, on va dire, si ce n'est de chamanisme, parce que chamanisme au sens pur, c'est pas dans une société agraire et c'est pas dans une société où il y a du culte aux ancêtres, mais disons des formes où on va considérer qu'il y a des âmes qui vient donc du latin animus, animation, animé, animateur de colonies de vacances. Ça anime, d'accord ? Donc, il y a des agents, des esprits ou des âmes qui animent le corps, qui animent les choses. Et donc, telle maladie ou une sécheresse, ça vient d'un esprit. Et donc, dans ce contexte-là, le terme Daoyin signifie avant tout attirer pour expulser un agent pathogène. Alors, le terme yin, que l'on traduit par étirement, actuellement, en termes biomécaniques, signifie attirer pour expulser un agent pathogène. D'accord ? Le terme Dao, plutôt guider, renvoie, lui, aux interactions entre on va dire, les mouvements de la pensée et de la forme corporelle. Pour insister un peu sur le terme yin, d'attirer et d'expulser, au départ, on est vraiment sur cette idée exorciste. Il y a un agent extérieur pathogène, on l'enlève. Mais il y a aussi ensuite des éléments, ça peut provenir de certaines formes d'interaction sociale, et ça peut aussi provenir de l'intérieur du corps lui-même, et notamment de certains comment dire, esprits, non pas d'ancêtres, parce qu'un ancêtre est par définition bénéfique, mais de défunts précédents dans la famille qui polluent la lignée. D'accord ? Donc ça dépend aussi parce qu'il y a déjà dès cette époque différents systèmes d'interprétation, etc. Et avant donc on invente la théorie du Qi et des 5 agents, etc. Donc toute la cosmologie dite corrélative ou analogique, voilà, on va avoir le terme Xie, qui est un agent pathogène, et après on va se mettre à parler de Xie Qi. Donc on n'est pas encore, on a cette transition à peu près en même temps que la transition de l'Empire, c'est-à-dire les tout premiers siècles avant notre ère, où on va passer à une théorie du Qi, du yin-yang, wuxing, etc., qui va... On a vraiment un changement de système de représentation, au même titre qu'on aura un nouveau changement au moment de la modernité contemporaine, où il y a évidemment tout un basculement aussi de tous ces principes. Alors, ensuite aussi, le caractère yin inclura attirer des souffles bénéfiques vers soi, du type des souffles de certains astres ou de l'aube, etc., etc. Donc, c'est intéressant de voir que dans ces corpus les plus anciens qu'on ait, il y a surtout il y a beaucoup d'oiseaux, avec des oiseaux qui avaient aussi des rôles en fait, dans la société d'emblèmes. Par exemple, le faucon, qui était aussi l'emblème de la confrérie des forgerons, très importante à cette époque où on était entré dans l'âge du fer, etc. Il y a aussi, par exemple, la grue, qui se tient sur une patte et représente la longévité. Et l'oiseau, de manière générale, qui peut étirer ses ailes et prendre son envol. Voilà certaines traces qu'on retrouve dans les tout premiers écrits qu'on ait à propos de ce genre de pratique. Il y a aussi des quadrupèdes. Alors on va par exemple inviter à imiter le regard du tigre, qui est un animal démonifuge, qui chasse les mauvais esprits. L'ours, qui a aussi une place très importante, puisque c'est avec une danse de l'ours que Yu le Grand, dans la légende, a structuré la Chine, a drainé le déluge et établi l'Empire, finalement. Je fais très très court. Le singe, qui lui saute de branche en branche,
et sautille aussi, hein, diao. Et sautiller, effectivement, c'est une des caractéristiques aussi rituelles des chamans de la Sibérie, en tout cas en Asie. Des batraciens et des reptiles comme le crapaud, la tortue et le dragon, qui n'est un peu plus qu'un batracien, on va dire, mais qui sont, eux, surtout mobilisés pour des techniques de respiration. Voilà les choses qu'on trouve dans les textes les plus anciens. Alors, on peut remarquer tout d'abord qu'aucun de ces animaux n'est... Alors, il y a des batraciens, ouais. Alors, y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas d'insectes, par exemple, il n'y a pas de poissons, vraiment. Bon, il y a les batraciens reptiles. Il n'y en a aucun qui est domestique. Ce sont des animaux sauvages. Et quand on retrouvera le terme ou chinchi, chin, c'est animal sauvage. D'accord ? Donc, ensuite, on remarque qu'à chaque animal est associé soit une représentation, soit quelque chose de caractéristique du comportement de l'animal. Le singe, il saute de branche en branche, l'ours, il dandine, le tigre, il a un regard perçant, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va nous amener à réfléchir sur... si vous voulez, il peut y avoir deux choses. Il y a l'idée, je deviens l'animal. On peut penser aux théories de Deleuze sur le devenir animal, hein, une forme de découverte de l'altérité. Et donc là, on va aller plutôt du côté du changement d'état de conscience modifié, etc., ce genre de choses qu'on pourrait dire. Mais en fait, donc là, qui est plus sur un travail de la représentation, comment la représentation prend possession de nous, quelque part, ou pas, ou comment on incorpore cette représentation, mais aussi donc s'arrêter sur le fait que c'est plutôt par des éléments précis de la forme corporelle et des détails très précis de l'animal, du comportement de l'animal, qu'on va avoir des points d'accroche. Alors, ça, c'est intéressant parce que du coup, en voyant ces choses-là, j'ai lu de l'anthropologie de sociétés de chasse, notamment en Sibérie, donc qui sont des sociétés plutôt chamaniques. Et il s'avère que... alors, pour le chamanisme, quand même, il faut aussi dire que ces textes les plus anciens, là, les documents les plus anciens qu'on a sur le Daoyin, se réfèrent à un ancêtre Peng, qui est un ancêtre chaman, aussi. D'accord ? Donc, je reviens à ma Sibérie. En fait, les chasseurs partent. Alors, il y a des rituels, etc. Bon. Et il y a cette idée que... ils vont partir plusieurs jours. Bon, voilà, dans des conditions, évidemment, corporellement éprouvantes, hein, qui aussi partir dans la nature, chasser, ils ne trouvent pas forcément de source facilement, ils ne trouvent pas forcément, etc. Et donc, il y a une question d'aller jusqu'à une empathie avec l'animal. Et pour ça, ils ont des espèces de sortes de skis de rando, là, pour marcher dans la neige, etc., donc pour glisser. Et là, ils vont se mettre à imiter les pas de la proie. Et en fait, à entrer dans une relation de séduction, tout comme d'ailleurs le chaman rituellement séduit l'esprit animal, l'esprit qui chapeaute ce peuple animal, l'esprit, la mère des animaux en fait, et va rentrer dans une solution jusqu'à en fait ce que l'animal s'approche de lui-même, de lui, par une forme d'empathie. Mais là, il y a toute cette espèce de mensonge où, c'est un peu comme au tir, on doit être surpris par le départ du coup, quoi. Donc il y a en fait cette sorte de ruse, de tromperie, où on rentre en empathie, on se rapproche, et tout d'un coup, tout bascule, et là, on tue l'animal. C'est des chasseurs, hein. C'est quand même une société de chasse. C'est pas que des bisounours qui peuplent la Sibérie. Donc ça, c'est un truc qui est très intéressant aussi sur le rapport de l'intention, sur le rapport de la question de la distance, quelque part, de la fusion, qui se pose pour celui qui imite l'animal. Donc il va commencer par imiter des éléments de la forme corporelle. Il va continuer par entrer effectivement dans une relation d'empathie, qui a cette capacité d'attirer la proie.
par une forme de séduction, pour la tuer. Et c'est très intéressant parce que, en fait, la manière dont les mythes décrivent finalement les risques de la chasse, notamment un des risques de la chasse, c'est de se perdre et de rester vivre avec parce que c'est dans une société animiste comme ça, les animaux sont organisés comme des peuples humains, en fait. C'est-à-dire, il y a la tribu, les reines, ils ont leurs chamans, leurs guerriers, leurs machins, leurs villages, etc. Et du coup, le risque, c'est qu'il y reste vivre. C'est-à-dire que comme si il peut basculer tellement dans la fusion, dans l'empathie, qu'il va devenir lui-même un renne et il est perdu pour les humains, quoi. Donc ça, c'est l'explication. C'est perdu en chasse, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, pour revenir sur ce que je disais là, au départ de cette partie-là, c'était... il y a d'un côté cette imitation de points clés, il y a d'un autre côté cette entrée en empathie avec l'animal, et il y a cette question du coup où est l'identité humaine? Est-ce qu'on la perd? Jusqu'où on peut la pousser? Est-ce qu'on a un chemin en retour? Est-ce qu'on se perd en brousse? Donc c'est quelque chose déjà de très intéressant, à mon avis, sur lesquels nous questionnent nos formes animales. Parce que si c'est pour faire une forme animale juste en disant bon, ça ne sert à rien de faire intervenir des animaux. Donc, voilà. Et alors, dans le taoïsme, il y a une forme de continuité quand même de ces choses-là. Mais j'avais été aussi éveillé à ces problématiques-là par le fait que mon maître me disait, en fait, non, les formes animales, ça reste dans le xing, ça reste dans la forme, et ça ne rentre pas dans le sin, dans le cœur-esprit. Vous voyez, c'est une autre manière encore de dire cette chose-là. Hein, c'est pas juste je suis le loup, le tigre, le machin. Reviens avec nous, t'es quand même un peu un humain. Donc c'est aussi devenir animal pour rester humain l'enjeu, hein, ou même pour s'améliorer en tant qu'humain, on va voir. Et voilà. Et par contre, ce qui pour lui, pour un maître taoïste de tradition Chuanzhen, ce qui entre dans le cœur, par contre, ce sont des maîtres ancestraux, c'est-à-dire des humains qui sont devenus des sortes de saints. Eux, ils descendent dans le cœur. Mais l'animal ne monte pas dans le cœur. Cœur-esprit, hein, c'est la pensée. En anglais, ils disent mind, souvent pour traduire. OK ? Donc il y a une certaine continuité sur différents points, mais en l'occurrence, d'aspect, on va dire, animiste dans le taoïsme. Mais les dieux du taoïsme, ce n'est pas les peuples animaux, etc. C'est des panthéons avec des maîtres ancestraux, des divinités très élaborées, etc. Alors ensuite, il y a un deuxième corpus qui va nous plonger, cette fois dans l'alchimie intérieure. On va faire un grand bond dans l'histoire, plutôt vers les derniers siècles de notre ère. L'alchimie intérieure, donc, qui est un ensemble de traditions de méditation basées avec beaucoup d'imagerie. Le corps est un paysage intérieur, il est peuplé d'énormément d'êtres. C'est une tradition qui s'est constituée pendant les Tang et surtout Song, c'est-à-dire tournant du millénaire, quoi. Et là, en fait, on est moins dans un travail... Dans le Daoyin, on part vraiment d'un travail sur la forme corporelle, sur le Xing. Là, on est plus à travailler sur le Xiang, c'est-à-dire les représentations, les images, avec un corps plutôt statique, généralement, ou des mouvements assez réduits, puisque les mouvements sont vraiment intérieurs. Et en fait, là, on est dans un système où l'imagerie animale devient très, très minoritaire, où il y a énormément d'idées et d'images contenues. Donc on retrouve vous connaissez le Neijing Tu, hein, cette carte du paysage intérieur, où on voit des constellations, des systèmes organiques, des puissances climatiques, des éléments, des minéraux, des végétaux, des esprits démoniaques et divins. Il y a énormément de choses qui peuplent cette représentation intérieure du corps. Et les animaux, ils restent non seulement très minoritaires, mais ils y sont plutôt utilisés comme des symboles héraldiques. Donc les animaux sont notamment les symboles des orients et des organes. D'accord ? Donc là, on a pu
du tout l'idée d'imiter des mouvements animaux. On a l'idée, la place de l'animal, elle est très réduite dans quelque chose de foisonnant, et elle est assujettie à un système corrélatif avec les 5 directions, les 5 organes, etc., où on a, vous savez, le fameux... je ne sais même plus quels sont les 5 animaux, j'ai oublié tellement c'est commun. Mais bon, bref. Et donc les animaux sont complètement cosmologisés, ou voire, restent un peu associés comme ça à des grands principes cosmologiques qui définissent l'espace-temps, qui définissent les organes du corps. Tant qu'on parle des organes, j'en reparlerai après. On trouve aussi dans le bas, si vous avez observé le Neijing 2, alors Neijing 2 date lui plutôt du... je crois que ça date du 19e siècle, ou du 17e, je ne sais plus, c'est assez récent. Bref. On trouve en bas, au niveau du bas-ventre, là, dans toute cette zone du bassin du bas-ventre, on trouve toute la base du système hydraulique qui fait remonter les essences par la colonne vertébrale, etc. Et qu'est-ce qui fait marcher ce système hydraulique? Ce sont des animaux de bas. Et selon, ça varie selon la représentation, mais on trouve aussi bien moutons, buffles et même un cerf attelé pour faire marcher toute cette grosse turbine qui représente le corps comme un système hydraulique, sachant que là, il faut aussi penser au contexte d'une Chine, notamment du sud, mais aussi du nord, très concernée par l'irrigation, l'endiguement des fleuves, avec la riziculture, un système extrêmement complexe et ultra important, aussi bien au niveau économique, politique, des relations de pouvoir à tous les niveaux, et qui a toujours cette idée que le territoire est un corps et que le corps est un territoire aussi. Il y a cette organicité du territoire en Chine qui est très très forte, qui est une caractéristique jusqu'à aujourd'hui politique. Par exemple, c'est lié à ça, par exemple, qu'il n'y a pas de droit du sol en Chine. Il y a un droit c'est le patrilignage et le village sont ancrés dans le lieu. C'est ça qui est très très fort. Le corps, il est lié à des lieux de manière très très forte. Voilà donc pour ce qui nous reste de l'animalité dans l'alchimie intérieure. Et on va passer à quelque chose d'un peu intermédiaire en revenant un peu dans le passé, en revenant à ce livre sur la moelle du phénix rouge, où on pourrait qualifier ça d'une sorte de Daoyin au pays des immortels. Et qui nous rappelle qu'il n'y a pas que alors dès le début, on trouve des prescriptions thérapeutiques, quand même avec les Daoyin. Dès l'Antiquité, on en trouve un peu. Ces prescriptions thérapeutiques, elles ont tendance à se complexifier globalement au cours de l'histoire, particulièrement à la période moderne où il faut faire des grands tableaux dans tous les sens avec plein de trucs, et puis qu'on a des ordinateurs pour faire des plus grands tableaux. Donc, mais c'est quand même, il y a une complexification croissante de ces prescriptions thérapeutiques en lien avec des mouvements. Donc ça existe en partie depuis le début, mais pas totalement. Donc cette moelle du phénix rouge, on est au XVIe siècle, sous les Ming, et c'est un fonctionnaire taoïsant, Zhou Luzing, qui écrit cet ouvrage et qui fait toute une compilation de différentes méthodes qui circulent à son époque, qui met tout ça un peu en ordre. Donc pour dire vite, il y a 3 parties, sur les techniques du souffle, sur le Daoyin et sur l'alchimie intérieure. Et donc on va s'intéresser surtout au Daoyin, où il décrit 3 corpus bien connus. Donc le Wu Tianxi, le jeu des 5 animaux sauvages, on va y revenir. Les fameux 8 brocards, mais qui n'ont strictement rien à voir avec nos 8 brocards d'aujourd'hui, puisque c'est des trucs qui sont faits surtout de la respiration en position assise ou couchée, je ne me rappelle plus. Donc l'histoire des Baduan Jin, là, c'est très très récent, c'est moderne, ça n'existait pas. Je ne sais pas exactement de quand, si ça a un siècle ou 2, ou un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas. Ce qu'ils appelaient Baduan Jin au XVIe siècle, c'était pas ça du tout. Et ensuite un corpus de 46 mouvements thérapeutiques qui visiblement étaient aussi courants donc à l'époque et qu'il a regroupé de différentes sources comme ça sur un corpus qui n'a pas de nom d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est décrit dans le livre de Catherine. Donc on va commencer par parler des 5 animaux sauvages que vous connaissez bien. Donc le tigre, l'ours, le cerf, le singe et l'oiseau, qui sont attribués donc à un médecin ritualiste qui est aussi devenu un dieu des remèdes, etc., donc Roi Tour, d'une
IIe siècle. Et là, ce qui est intéressant déjà, je pense, de relever dans ce terme, donc il y avait cette notion que c'est des animaux sauvages, mais surtout c'est xi, wu qin xi, c'est un jeu. Alors c'est un jeu pourquoi ? C'est un jeu parce que déjà, à chaque fois, on va parler du jou. On va dire, jou c'est comme si un ours, comme si un tigre. D'accord ? Le terme jeu en chinois, c'est comme en français ou en anglais, ça renvoie aussi au théâtre. Donc ça renvoie au fait d'incarner un personnage, sachant que dans un contexte traditionnel, il y a énormément d'implications entre les techniques du corps, les organisations cultuelles et les pratiques théâtrales qui sont faites souvent un peu par les mêmes personnes ou dans des mêmes réseaux, autour de temples. C'est fait pendant des rituels. C'est fait aussi, éventuellement, ces arts martiaux qui sont faits par la milice locale, qui sont aussi des acteurs de théâtre. Et si vous allez même aujourd'hui suivre des cours d'opéra de Pékin, vous allez faire des coups de pied de wushu, etc., etc. Il y a des profs spécialisés en arts martiaux pour les théâtreux, etc., etc., quoi. Donc c'est aussi intéressant de repenser toute cette configuration qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire, nous, vu d'ici, quoi. Mais là, effectivement, il faut faire l'effort de se transposer dans un autre contexte social où les gens n'ont pas la même vie quotidienne, ils sont paysans, ils ont des temples comme ci, avec des systèmes de représentation complètement différents, ils n'ont pas le même rapport à l'animal, ils ont plein de choses différentes. Et donc ça rappelle donc toutes ces techniques théâtrales, ça rappelle aussi les danses de l'Antiquité, qui bien souvent d'ailleurs, c'est-à-dire que les danses officielles, là, quand on parlait des Daoyin de l'Antiquité avec les imitations animales, à cette époque, les nobles de l'Antiquité à peu près à l'époque de la fondation de l'Empire, etc., les danses de cour officielles et les rituels officiels, etc., il y avait beaucoup de danses animales. Il y avait des rituels pour expulser les calamités de la seigneurie, et beaucoup de danses liées aux animaux. Et d'ailleurs, la question entre l'animal et le démon, qui est assez floue des fois aussi. Bon, pour revenir donc sur cette notion de jeu, donc de jeu qui peut être très sérieux, mais aussi qui peut être amusant, il y a tout un travail d'une anthropologue qui s'appelle Roberta Maillon, qui est un peu la grande spécialiste du chamanisme sibérien, qui a justement écrit un livre sur le jeu dans une optique de comparer ça avec la notion de rituel. Et ça, je trouve que c'est intéressant de nous le souligner aussi par rapport à nos pratiques. C'est que on a une image, en tout cas, qui est faussée, mais du rituel qui est quelque chose de très répétitif, prescrit, routinier, prédéfini, etc. Et effectivement, un des rôles dans la société sibérienne du chaman, c'est les rituels, ils sont joués. C'est-à-dire qu'en fait, le chaman fait jouer les gens, notamment en lien avec le renne, sur des principes d'accouplement ou de combat de rennes. Donc on retrouve, je dirais, la coopération et la confrontation de pôles un peu de relations sociales qui sont, joués là. Et donc en fait, il fait jouer les gens du village. Nous aussi, on fait jouer les gens du village, j'ai envie de dire. Bon, on ne fait pas forcément des accouplements de rennes, mais... Mais eux, bon, le renne, c'est central chez eux, qu'est-ce que je vous dise. Donc c'est intéressant pour ça, parce qu'on a... parce que justement, ces jeux ne sont pas juste censés être des jeux comme ça, on s'amuse, nous c'est un peu, bon, c'est pas sérieux, quand on joue, c'est un loisir, machin. Non, pour eux, les jeux, ça joue sur la chance. La chance à la chasse, la chance dans la vie, la chance dans tous les travaux économiques, politiques, ce que vous voulez, rituels ou quoi. Donc la chance, c'est-à-dire, on pourrait dire on dirait l'énergie de nos jours, ça joue sur l'énergie. Allez. Et voilà, et que ça a des réelles conséquences sur la vie quotidienne. Et donc, en fait, par rapport à une vision du rituel, on a eu vraiment une idée qu'il y a des contenus et des conséquences beaucoup plus indéterminés par le jeu. Et donc, ça laisse beaucoup plus de place à l'improvisation, à l'expérimentation, etc. des participants. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de faire cette petite remarque, parce que tout ça, c'est contenu, je pense, dans cette notion de jouer. D'ailleurs, en temps normal, c'est avec des enfants, on va faire l'animal, on va faire le chien, ou je sais pas quoi, machin, avec des enfants, non ?
une certaine aspect ludique. Et on va se lâcher avec un enfant à sortir de ce cadre des artifices sociaux qui disent t'es un humain, t'es pas un animal, tu dois avoir la cravate et aller pointer à la défense. Voilà. Donc, ça c'est très intéressant. Alors, ensuite, nous revenons à notre Zhou Lujing, qui, lui, alors, en fait, donc là, c'est le jeu des 5 animaux. Donc c'est aussi un rapport, oui, pour finir là-dessus, c'est aussi un rapport au modèle, hein, de manière générale. Est-ce qu'on est là pour reproduire un idéal type d'un modèle qui est soi-disant la meilleure forme, machin, l'enchaînement fait de la meilleure manière du monde par je ne sais qui d'ailleurs, mais généralement par un grand maître quand même. On le dira GM, dorénavant entre nous, on fera un petit diminutif. Ou alors, est-ce qu'on est là sur un truc beaucoup plus expérimenté, improvisé, enfin, ou en tout cas où on va essayer de jouer finalement, de jouer avec son corps, de jouer avec le mouvement, etc. Donc qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir aussi, en fin de compte, quand on pratique, est-ce qu'on est là pour ressembler au grand dieu majeur qui d'ailleurs sans doute n'existe pas vraiment. Parce que même les maîtres, hein, après quand les maîtres on les connaît au quotidien, ça devient des humains normaux, ils pètent, ils rotent et tout. Enfin, bon, bref. Donc, bah ouais. Bah, je pense, enfin, j'espère pour eux, parce que ça pourrait être embêtant. Donc, donc tout à l'heure je dis, bon, pour moi je vais revenir à notre Zhou Lujing. Attendez, je vais vérifier un truc là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la manière de présenter les choses de Zhou Lujing, c'est en fait, c'est non pas tout à l'heure, comme on a dit, l'imitation directe d'un animal, où là je fais l'ours, d'accord? On va faire l'ours. On fait la panthère tout à l'heure, déjà. On fera tranquillement la panthère. Mais il met en scène en fait des immortels taoïstes, donc des sortes de saints taoïstes, eux-mêmes réputés pour s'être quelque part fondus un peu avec l'environnement naturel, qui jouent avec des animaux. Donc là, c'est déjà quelque chose de différent. Donc je suis un humain qui me réfère à un saint qui joue avec un animal. Ça complique déjà un peu le schéma. Et ça parle aussi d'une certaine distanciation avec l'animal. Et il y a le rôle d'un humain idéalisé, si on peut dire, qui vient aussi faire un intermédiaire entre l'humain et l'animal. D'accord ? Mais en même temps, comme je disais, ces immortels-là sont quelque part fondus avec la nature. Hein. Yuhua, donc en fait, ils se sont transformés par les plumes, ils sont devenus oiseaux. En fait, c'est ça le terme. C'est-à-dire que quand un taoïste il meurt, on ne dit pas il est mort, il est Yuhua. Donc c'est devenu un oiseau. D'accord ? Et tous les récits de ces immortels anciens, ils vivent dans la montagne, ils respirent les souffles du vent, machin, ils se nourrissent de baies, ils ont des poils, ils ont vraiment, je dirais, ils ont glissé du monde domestiqué vers le monde naturel ou sauvage, on pourrait dire. Donc, on va passer très vite sur les 8 brocards parce que sur les 8 brocards, évidemment, on est plutôt dans des questions liées à des choses qui n'ont rien à voir. Et bon, en l'occurrence, sur les souffles, mais l'image des brocards renvoie quand même à des notions de tissage, de textile, et donc de fil, de logique divinatoire et féminine. Voilà. Ça, c'est l'objet d'un autre travail, on en parlera une autre fois. Et donc reste ce corpus de 46 mouvements qui offre une place réduite aux représentations animales. Et, comment dire, notamment
qui parle beaucoup d'activités. En fait, à chaque fois, c'est pareil, ça met en scène un immortel qui... En fait, je vous ai dit une bêtise. Non, la forme des 5 animaux, c'est ça, j'avais un doute. La forme des 5 animaux, non, c'est vraiment imiter l'animal directement. C'est là, dans ce corpus-là, pardon, dans le Wuchinshi, c'est bien imiter directement l'animal. C'est dans ce corpus-là qu'à chaque fois, il y a toujours l'immortel qui fait quelque chose. Donc, je vais y revenir sur les animaux. Donc, des activités artisanales, réparer des chaussures sur le marché, polir un miroir, par exemple. Des activités artistiques, jouer du luth, chanter. Et des activités aussi, on pourrait dire rituelles, comme voler dans les airs, décapiter les spectres, méditer, saluer et contempler le vide, exposer le Dao, se prosterner, visualiser ou faire circuler le souffle, méditer dans la vapeur d'encre, caresser une tablette de bois précieux. Et à mettre aussi quand même en scène des actes de la vie quotidienne qui témoignent d'une certaine idée de retour vers le naturel, vers l'originel, comme pêcher, être assis à la porte du district, démissionner, pénétrer dans la montagne, dormir, être ivre et tomber. Il n'est pas là, Antoine. Masser, voguer sur l'eau en fredonnant, se mettre des fleurs dans les cheveux, se promener en chantant dans la ville. Hein, pas mal ce corpus, finalement. Voilà. Et donc, dans tous ces mouvements, il n'y en a que 4 qui sont animales, et donc c'est à chaque fois un immortel qui... donc c'est Yo Chuan, s'envole et poursuit un cheval au galop. Tao Cheng-gong chevauche le dragon. Liu Hai s'amuse avec les cigales, alors on a un insecte, et Ze Ying attrape des poissons. Voilà. Donc on a quand même là un corpus qui est déjà avec beaucoup d'éléments du monde humain, du monde urbanisé, avec des artisanats, des activités artistiques, des activités même presque politiques, politico-économiques, etc., etc. Donc on a des Daoyin qui se mettent à, enfin qui jouent. Pour le coup, c'est une sorte de théâtre social là, qui est mis en scène, voilà, et puis qui exprime quelque chose de l'état d'esprit de l'auteur, j'ai envie de dire. On voit un peu, là, un peu son CV, j'avais presque envie de dire. On voit le gars un peu ce qu'il fait tous les jours. Voilà. Et la dernière partie va être sur les animaux dans le Taiji Chuan, où là on va être entre la question de la subjugation et de l'apprivoisement. Donc dans le fameux livre sur le Taiji Chuan, il y a je me suis basé donc sur les deux, le style Chun et style Yang que Catherine décrit dans ce livre. Donc voilà, je sais qu'il y a des variations d'enchaînement, etc. Je ne sais plus exactement lesquelles c'est. En tout cas, qu'on prenne cela ou d'autres, ça aurait donné des idées peut-être un peu différentes, mais en tout cas, prenons cela, c'est comme ça. Donc on va prendre celui du style Chun, d'abord, dans lequel il y a effectivement majoritairement des consignes sur la motricité et les déplacements dans l'espace. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on l'avait vu au départ qu'il y en avait dès les premiers textes de l'Antiquité, que ça pouvait être un doute parce que ça se relie à des... Par exemple, je vais donner cet exemple d'être debout sur un pied, mais est-ce que c'est l'oiseau ou est-ce que c'est être debout sur un pied ? Enfin, comment il faut comprendre la consigne, finalement. Et par contre, c'est quand même beaucoup dans les traités de stratégie qu'on a beaucoup parlé, beaucoup structuré, par exemple, la question de l'espace, du territoire, de la topographie, et aussi dans les arts de combat militaires, où il s'agit quand même de produire des corps pour l'action, où là, on a des éléments plus, comme je disais, biomécaniques, pour généraliser le truc. Là, dans le style Chun, on a beaucoup de choses. Alors, il reste quand même des choses autres. On y trouve des éléments un peu rituels. On y trouve des constellations et des puissances du climat, comme le tonnerre, issu des traditions exorcistes. Hein. Ça, c'est le tonnerre, c'est très central dans les rituels exorcistes. On y trouve des pratiques artisanales et rituelles, à la fois, comme la fille de Jade lance la navette. Mais c'est quoi la navette ? C'est justement le métier à tisser cosmique, puisque en fait, c'est le tissage du cosmos qui se fait, hein, c'est-à-dire le tissage du monde. Après, on a aussi des choses plus spécifiquement symboliques du martial, comme avoir le bras comme un fouet ou la tête comme un canon. Je ne sais pas si je vous le souhaite. Enfin, il y en a qui l'ont un peu trop à mon goût. Mais... mais je ne dis pas ici, forcément. Et donc, dans ce style Chun, il y a, c'est un style à 64 mouvements, il y en a 10 qui font référence à des animaux, plus un dragon bleu qui émerge de l'onde. Et on y retrouve donc des thèmes du Daoyin ancien,
qui vont assimiler les bras à des ailes d'oiseau, à la cigogne en l'occurrence. Ceux qui se tiennent sur une patte, hein, comme le faisan ou la poule, là, je ne sais plus. Ah, le coq, pardon, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait ce coq? Il va ramper au sol pour aller tracer les étoiles, les 7 étoiles de la grande ours, du Beidou. Et ça, c'est en fait un rituel taoïste, quoi. Parce que c'est la base, c'est le Beiji, l'axe du nord, donc l'étoile polaire. C'est là où les flux entrent, enfin où la vitalité entre dans le monde. Et la grande ours distribue par sa rotation les souffles originels dans toutes les directions. Donc quand on vous parle du Beidou, hein, du boisseau du Nord ou tout ça, là, c'est ça. Donc ça, c'est central dans les rituels taoïstes de guérison notamment. Il y a toujours avec du riz, ils redessinent la grande ours sur l'autel, etc. C'est très ancien dans le taoïsme. Dès les origines, c'est très central. On a aussi... alors prendre la posture de la tête d'un animal sauvage qui rappelle le tigre qui foudroie l'ennemi du regard, ou l'ennemi ou le démon. Hein. Mais en fait, il y a aussi beaucoup, là, on retrouve un peu ce qu'on avait vu dans le Daoyin de Zhou Lujin. L'idée aussi, donc là, il y a cette idée d'être l'animal, hein, directement, mais il y a aussi l'idée d'interagir avec un animal. Alors là, sans pour autant qu'il y ait l'immortel qui se place entre les deux, mais on va vous parler du tigre, qui doit être distancié et dompté, devenir même une monture. On va reculer et enfourcher le tigre. Et ça, c'est pareil. Plusieurs divinités, dont notamment Sun Ce Miao, le dieu de la médecine, chevauchent un tigre. Si vous avez le temple chinois, vous allez voir Sun Ce Miao, le médecin, machin, il est debout comme ça, il est assis sur un tigre. On en trouve d'autres, pas mal. Hein, donc c'est dompter cette puissance du tigre, on la retrouve dans le taoïsme. Donc on est là aussi dans la question de subjuguer, de domestiquer, de mettre une puissance naturelle au service de l'homme, d'un humain, qui est du coup, qui a cette capacité de dompter la nature et d'en faire quelque chose, d'en tirer une puissance, d'accord ? Avec le cheval, on a aussi des éléments plus doux, avec l'idée de séparer sa crinière. D'aller. Donc ça c'est intéressant parce que tout le rituel de la coiffe, hein, c'est des rituels d'initiation. À l'âge adulte, dans le confucianisme, on va coiffer. Hein, avant le mariage, on va coiffer. Quand on rentre aussi, par exemple, les taoïstes, on va remettre la coiffe, etc. Donc c'est un acte socialisant et qui va même aller jusqu'à une certaine relation affective socialisante. On va le caresser. Hein, on va être dans un truc, mais je ne sais pas si vous êtes nombreux à vous représenter le cheval là, quand vous le caressez. Mais alors, vous faites des formes animales, vous. Oh, les gars, où qui sont passés les animaux? Mais ils sont où? Donc, voilà. Alors, dans le style Yang, toujours celui étudié là, on est sur 105 mouvements. Il y en a 26 qui parlent d'animaux. De manière générale, tout ce qui était par rapport au style Chun qu'on vient de voir, tout ce qui était lié au climat, au rituel du tonnerre, au fouet, au canon, tous ces trucs un peu exorcistes et martiaux ont tendance à être un peu moins là. Par contre, on voit des nuages qui apparaissent, hein, on voit un éventail, un joueur de pipa qui apparaissent. Et sur le côté animaux, du coup, ils sont 26 sur 105, donc ils sont quantitativement plus présents que dans le style Chun, finalement, en l'occurrence. On voit le thème des oiseaux et du cheval qui s'y perpétue de manière très similaire. Il y a le serpent et le singe, qui ne sont pas dans le style Chun, mais par contre qui existent dans le Daoyin depuis très longtemps, qui apparaissent là. Et enfin, le thème notable du tigre, hein, donc qui s'étoffe et se transforme. On va chevaucher le tigre, mais là, on va aussi le frapper, lui tirer dessus à l'arc et le rapporter dans la montagne.
D'accord? Donc, on passe de cette idée de subjuguer, dompter et utiliser la puissance au service d'un but humain. Là, plutôt une amplification de la séparation entre le civilisé, le domestique, et le sauvage, puisque sauvage ne prend sens que par rapport à domestique. Sinon, c'est juste comme ça, si je puis dire. Et donc là, il faut repousser le tigre dans la sauvagerie. Donc, au sujet de cette question de domestication, c'est à peu près la dernière chose presque que je vais dire, on voit comment là, en l'occurrence, il y a une logique donc, de distanciation qui se fait avec l'animal, qu'on avait déjà rencontré, donc soit dans le côté plus martial et exorciste, lié à des questions de prise de puissance, et d'un autre côté, on l'avait aussi rencontré très différemment dans l'alchimie intérieure, où là, il y a aussi une notion d'abstraction, de systématisation et de cosmologisation de ces animaux qui deviennent finalement des sortes de symboles, hein, plus qu'autre chose, certes liés à des principes importants, mais aussi par rapport à cette domestication hydraulique, hein, qui est un système de structuration et ce qui est un des éléments, comment dire, pivot, hein, de l'ordre chinois, on pourrait dire, à différents niveaux, hein, je disais, économique, corporel, et aussi politique, etc. Voilà. Bon, on peut finir là-dessus, c'est bien, c'est une note optimiste. Hein. Voilà, moi je vais m'arrêter là, c'est bien. Ça, je vais vous laisser poser des questions. C'est bien comme ça. Donc c'était l'idée de ce travail, c'était de faire un peu, en fait, c'était de partir de plusieurs écrits de Catherine, parce qu'en fait, c'est des études de corpus, mais là, c'était intéressant de les voir sous un angle spécifique et de voir du coup qu'est-ce que ça nous disait un petit peu aussi sur la relation de l'homme à l'animal en Chine, et d'une part, et d'autre part, de manière plus générale, sur le rapport homme-animal pour tout le monde, et en particulier aussi, nous, pour les pratiquants ici, de réfléchir à finalement, qu'est-ce qu'on fait là, une fois de plus, qu'on pratique. Parce que là, vous me dites, vous faites des formes animales, mais j'en ai pas vu encore, moi. Un petit peu ce matin, là. Je vais pas être trop dur avec Stéphane.